Las Diosas Odiosas vous invite à écouter Rome Aficionado. Aujourd'hui, on reçoit Pascal Desjardins de Bella Vita Grand Cru qui va venir nous parler des rhums des Caraïbes. On vous souhaite bonne émission. Alors, bienvenue à un autre épisode de Rome Aficionados! Yes, sir! Votre host, Els Et monsieur, Beverly. a.k.a. Jack Potentiel, what's up, Exactement. people? Comment ça va? Ça va bien, toi? Fatigué, man. Fatigué? Fatigué. T'as party hard hier? Non, même pas travailler. Oh, Hard. hard. On parle pas de porn, là. Oh mon Dieu, ça commence. Ça commence. C'est moi qui... Je donne toujours des petites blagues de temps en temps. Tu sais, c'est le matin. Il faut, tu sais, spice things up. Tu comprends? Yeah, faites une contribution de 5$ à chaque fois qu'il fait. Ça serait nice. On va compter, on va être riche. Il fait ça, man. So yeah, aujourd'hui, on a un invité très, très spécial. Très spécial. Pour être assez humble, là, je veux dire que, honnêtement, sans la contribution de cette agence, la première année du festival aurait été assez compliquée. Alors, on est assez reconnaissant pour ça. Effectivement. C'est les premiers supporters, je pourrais dire aussi, au Québec, qui nous ont soutenus, qui ont vu l'opportunité pour un festival de Rome. Ils ont dit, on y va, sans hésiter, honnêtement. Donc, on est très reconnaissant parce qu'aujourd'hui, en plus, on a le El Presidente. El Presidente! De la compagnie. El Chapo! J'ai pas dit tout ça. Mais bref. Pascal Desjardins, Yes. de l'agence Bella Vita Grand Cru. Bienvenue. Ça fait plaisir. Bienvenue. Puis, est-ce que c'est pas... On peut dire que c'est rare que tu fais des entrevues puis des choses comme ça? On pourrait dire, oui, effectivement. Ouais. T'es toujours behind the scenes? Oui, behind the scenes, ouais, low-key. Ouais. Beaucoup? Est-ce que c'est par choix, c'est ta personnalité ou... C'est parce que c'est à cause de mon parcours de vie. J'ai déjà eu, entre guillemets, mon 15 minutes de gloire, je l'ai déjà eu, fait que je le laisse aux autres maintenant. Ah, OK. C'est un gars humble. Ouais, c'est ouais, bien, ouais. ça. Non, OK. mais tu veux laisser les autres Oui, c'est ça. leur opportunité de shine aussi, comme on dit. Bien certain. Oui, tout à fait. Et puis, quand l'occasion arrive, j'aime ça. Là. C'est comme aujourd'hui, j'ai dit oui, certainement. J'ai dit, why not? Yeah, Fait que, Puis, bon, sans plus tarder, là, la grosse question, c'est... Comment? Ouais, comment ça commence? Comment ça a commencé tout ça? Parce que D'où ça fait vient, long- ouais. d'où vient ton amour pour le rhum? Y avait-tu un... ça vient de très loin. En fait, j'ai déjà été barman. OK. Ah ouais? Oui, au début de ma vie adulte, oui, j'ai été barman pendant 4 ans. J'ai travaillé sur les trains, sur Via Rail pendant 4 ans aussi, Oh, OK. comme barman, steward et tout. Après ça, j'ai travaillé 1 an à l'époque, ce qui s'appelait le Faubourg Saint-Denis, qui maintenant, c'est les 3 brasseurs qui sont là. OK. Et dans le temps, j'étais au bar-service en plus, puis ça roulait. Hein. Dans le temps, ils fermaient la rue pour le festival de jazz, pour le festival Juste pour rire. On en sortait des cocktails, puis beaucoup de cocktails à ce temps-là aussi. Puis il y avait en bas aussi, il y avait comme le foyer, le lounge déjà. Où est-ce que, fait qu'il y avait le bar, le lounge, la terrasse en haut. Alors c'était... c'est ça. Alors, j'ai cette expérience-là. Ensuite, j'avais fait aussi les vendanges en France 4 fois, Oh. et une fois, entre autres, à Cognac. Oh, wow. Donc, il m'avait amené aussi à être plus curieux, à comprendre encore plus comment les alcools sont faits, puis qu'est-ce que c'est. Et puis, comme je dis, toujours, barman un jour, barman toujours. Fait que ça reste. Après ça, je suis allé faire autre chose. Moi, j'ai étudié en journalisme, puis j'ai travaillé en télévision pendant 15 ans. Oh, Ah ouais? OK. Et puis... On n'a pas n'importe qui, ici, là. OK. Fait que c'est pour ça que, après ça, justement, à la fin des années 90, en 1999, je commence à regarder ça, puis je trouvais que l'avenir en télévision, c'était so-so. Et puis, j'avais fait un peu le tour. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui serait le fun de faire? Et ce qui est amusant, c'est que ça n'a pas commencé tout de suite avec l'alcool. Ça, il n'y a pas tant de monde que ça qui le savent non plus parce que je n'ai pas nécessairement mélangé les deux. Mais j'avais rapporté de mes différents voyages des produits que moi, je trouvais qui étaient intéressants. Des produits, par exemple, de rasage italien qui s'appelait Pro Raso. Okay. Et puis, j'avais aussi trouvé en Guadeloupe ce qui s'appelait le savon des Antilles, qui était fait là-bas aussi et que j'avais trouvé vraiment extraordinaire. Et donc, ça avait germé dans ma tête que, tiens, ces produits-là qui n'étaient pas disponibles ici, peut-être que ça pourrait être intéressant. Pour les gens. Comme si moi, j'aime ça, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont aimer ça. C'est ce que je me suis dit. Et alors, c'est là que l'idée a commencé à germer de faire de l'importation et tout.
ce qui s'est passé avec les savons de la Guadeloupe, parce que c'est important là-dedans. Je suis allé au mois de janvier 2000 signer le contrat de distribution. J'ai réussi à mettre une palette de savon sur le bateau. Et puis après ça, je suis revenu ici. Puis 2 mois après, j'ai essayé de rentrer en contact. Puis la petite compagnie qui faisait les savons avait fait faillite. Oh! Fait que là, shit. J'avais imprimé mes étiquettes, mes emballages, tout. Là, je suis là, Et la femme qui avait parti ce savon-là, finalement, m'a contacté. Et puis elle m'a référé à un laboratoire à façon. Ça, c'est des laboratoires qui font les produits pour toi, à ta marque. T'sais. En France, pas n'importe où, en Provence, à Fort-Calquier. Et je savais qu'à Fort-Calquier, il y avait quelque chose qui était produit là-bas qui n'était pas disponible justement au Québec, qui s'appelle le pastis Henri Bardouin. Et qui n'est rien de moins que le meilleur pastis au monde. C'est pas moi qui le dis, ça fait 30 ans que tous ceux qui aiment le pastis le disent. Et donc, il a fallu que j'aille à Fort-Calquier, rencontrer les gens du laboratoire. Et quand j'avais appelé avant pour parler au directeur justement du lab et tout ça, je disais, vous faites du très bon pastis aussi dans votre ville. Il dit, ben oui, il dit, c'est mon pastis. Ah oui, bon, ouais, ce sont nos voisins. Ah, OK, bon, est-ce que vous pourriez m'organiser un petit rendez-vous peut-être avec eux après vous avoir vu au laboratoire? Ah, ben bien sûr. Fait que le mercredi après-midi, j'étais au lab. Le jeudi matin, je cognais à la porte de Distillerie Demande de Provence pour aller leur demander est-ce que je peux représenter votre produit au Québec. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était mon premier produit à la SAQ en 2000. Et, ça a commencé avec le pastis. Avec le pastis Henri Bardouin. Et voilà. Et tranquillement, après ça, de fil en aiguille, je suis... là, évidemment, la recherche commence. Tu cherches toujours quelque chose d'autre. Puis dans ce temps-là, personne ne s'intéressait aux spiritueux. C'était comme... Il faut se remonter en 2000, c'est après les années 90. Les années 90, c'était straight, c'était plus de fumage, c'était plus rien, c'était plus, le 0,8. Tout était straight. Ouais, l'alcool, dans les années 90, est tombé. Même le vin? Tout? Non, le vin un peu moins, mais l'alcool, oui. L'alcool carrément. fort. Okay. Dans les années 90, il n'y en avait plus. C'était fini. Ouais. Alors que dans les années 80, ça boomait. Et ça a recommencé en 2000 tranquillement. L'offre sur le marché. Là, tous ceux qui ont commencé à expérimenter, à faire des nouvelles choses, à travailler, à part les vieux produits classiques qu'il y avait tout le temps. T'sais. Et c'est comme ça que je suis entré aussi en contact avec la Maison Ferrand, qui à l'époque avait commencé à faire les rhums plantations. OK. So, tu les as, en tout cas, en d'autres mots, c'est dans leur début, vous vous êtes rencontrés. Ça faisait quand même déjà 12 ans, c'était en 2002. Ça faisait 13 ans qu'ils avaient commencé, mais le rhum plantation, ça avait à peu près 5 ans seulement. Là, puis ça commençait seulement. Là, c'était juste un balbutiement. Il n'y avait pas autant de produits que maintenant. Non, mais tout s'est vraiment développé. Et puis le concept lui-même avait commencé, mais c'est aussi ça que j'ai réussi à faire rentrer tranquillement à la SAQ, qui a eu un premier rhum plantation. Ils ont choisi un Trinidad. Moi, je voulais que ce soit le Barbade, mais ils sont allés avec le Trinidad. Okay. Le Trinidad a été le premier plantation à rentrer. Oui, mais à l'époque, c'était des millésimes. Okay. C'était juste des millésimes à ce moment-là. C'est pas comme des noms des pays, là, ou de... Non, mais c'était un Trinidad, mais avec une année. Okay. C'était le Trinidad de 96, je pense, ou 95, par exemple. Après ça, il y a eu le Venezuela 92. Non, c'était des très, très belles bouteilles. Maintenant, elles sont plus difficiles parce que la demande a tellement explosé dans le monde. Là. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Sur tes 2 produits, c'est pastis, puis... Rhum plantation. Il y a eu Absinthe aussi qui est rentré entre-temps, qui était fait par Distillerie Domaine de Provence. Okay. Alors, c'était le début aussi des nouvelles absinthes. C'est parce que la loi française, en fait, européenne, permettait de refaire de l'absinthe. Ça avait été interdit pendant 80 ans presque. Et Distillerie Domaine de Provence ont été les premiers à remettre une nouvelle absinthe sur le marché. Okay. Et puis, mais ils n'avaient pas le droit d'appeler ça absinthe encore. C'est juste en 2009 qu'ils ont le droit d'appeler ça absinthe. Puis là, ils avaient développé ça avec l'importateur de Barbancourt aux États-Unis, qui est Creole Importers. Okay. Ça, c'était une autre histoire, en tout cas. et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont appelé ça absinthe, mais c'est parce qu'en anglais, ça fait un jeu de mots, ça fait absinthe. Absinthe. Wow! Nice. OK, so, c'est quand même... un bon parcours, ça, là. Un bon parcours, mais avec beaucoup de risques, c'est ça que je comprends. Il y avait beaucoup de risques. Moi, le risque, c'était le savon. Là, comme t'as commencé quelque chose, puis ça a juste tombé à l'eau tout de suite. C'est fou, ça. Non, parce que j'ai réussi à faire d'autres. Au contraire, j'ai amélioré la qualité. Fait que t'as continué le savon. Bien sûr. Non, je l'ai gardé. C'est même devenu ma marque. Maintenant, le savon des Antilles au Canada, c'est ma marque, West Indies Soap. Fait que ça existe encore? Bien sûr. Oh, wow! Bien sûr. Oui, j'ai toujours gardé les produits, alors le développement des produits de soins personnels qu'on appelle, et l'alcool. Parce que ce qui était drôle, les produits de soins que j'avais venaient de France et d'Italie.
France-Italie, vin, beaucoup de Ouais. vin aussi, puis les alcools aussi. Fait que ça s'est fait en même temps, en parallèle, que j'ai développé les deux, tu sais. Wow. Et à un moment donné, tu sais, j'allais en Italie. Mettons, au début d'avril, il y avait un show qui s'appelait le Cosmoprof, qui était le show des cosmétiques à Bologne. Une semaine après, c'était le Vinitaly à Vérone. Oh, wow. Fait que, Ok, tu sais, tu c'était- restais là. Ben, c'est ça. Tu sais. Alors, tout ça s'est mis en place tranquillement. Puis comme je disais aussi, au niveau des spiritueux, parce que j'étais le premier à vraiment développer les spiritueux aussi dans le marché québécois. Pas les grosses agences comme Diageo, puis bon, tout ça qui avaient toujours les marques, comme je dis, les marques Marque connues. populaire et tout. Mais parce que de 2002 à 2005, la SAQ avait fait un moratoire sur l'introduction des nouveaux vins pour faire un ménage dans leur catalogue. Alors, il y avait à peu près pas moyen d'introduire des nouveaux vins. Par contre, ils n'ont jamais fait ça sur les spiritueux. Alors, tranquillement, j'ai pu continuer à en chercher, puis tout ça, à regarder. Puis, Il est rentré dans le bon timing. Ouais, je pense que c'est ça. Comme- T'avais le. pour une fois, j'avais un bon timing. Ouais, effectivement. Et c'était très drôle quand en 2015, tout d'un coup, là, tout le monde s'est réveillé. Hey, c'est spiritueux, ça marche. Là, toutes les agences de vin voulaient avoir un gin, voulaient avoir un rhum, un whisky. Là. Oh my God! Là, fait que là, c'était n'importe quoi. Mais... Ça a commencé quand même tard. 2015 a vraiment rentré, vraiment que tout le monde soit intéressé dans les spiritueux. Comme, de 90 à la pente a été longue, mais c'est rendu... En fait, tu vois, c'est que ça a commencé quand même. C'est ici que ça a pris du temps à arriver parce le Québec est une culture de vin. La SAQ est une culture du vin aussi. Et d'ailleurs, ils gèrent encore ça beaucoup moins maintenant, mais longtemps, ils ont géré les alcools comme ils géraient le vin. Là, mais ils gèrent le vin en millésime. Alors, tu sais, c'est facile, un millésime. On a du 2020. Là. Si toi, t'aimes ça, tu vas t'en acheter une caisse, tu vas en mettre 6 bouteilles dans ta cave. Mais celui qui aime justement le pastis, il n'achètera pas 6 bouteilles de pastis pour les mettre en dessous de son lit. Ouais. Il va en prendre une bouteille à la fois. Ah, ma bouteille est vide, il va retourner à la SAQ. Comment ça, il n'y en a pas? Et ça a pris beaucoup de temps avant qu'il commence à comprendre que ça ne se gère pas de la même façon. Sur toi, là, est-ce que tu es. Je sais pas comment ça fonctionne, si la SAC a des relations pas privilégiées, je veux dire, mais s'ils font des rencontres, des AGA ou des choses comme ça. Mais est-ce que dans des circonstances comme ça, est-ce que ta voix en tant qu'agence, là, parce que tu en as des produits, là, est-ce que quand toi tu parles, c'est comme, hey. C'est coulé dans le béton. Non, je ne penserais pas parce que c'est pas nous autres qui avons les disons. Parce qu'on travaille, comment je te dirais ça? Nos produits, c'est des spécialités. Alors, oui, ça commence à être important à cause du nombre de produits qu'on a, mais au niveau de volume, ça n'a rien à voir avec Baileys ou avec Smirnoff ou avec Bacardi. Là, Comment c'est ça? et c'est eux autres qui ont les gros budgets. Comment c'est ça? Les gros budgets, tu sais, pour acheter le marketing. Eux autres, ils achètent l'enveloppe, par exemple, promotion que tu voyais avant. Là, maintenant, les circulaires, ça a changé, mais tu sais, ça coûtait 200 000, par exemple, pour un mois pour avoir quelque chose. Oh, wow. Ils l'achetaient. Puis en l'achetant, ils voulaient bloquer les autres pour investir dans le même produit. Tu ne pouvais pas faire la même chose, par exemple, pour investir dans le rhum. Maintenant, c'est Bacardi qui avait acheté la place. Après ça, c'est Captain Morgan qui l'avait acheté. Après ça, c'était Appleton qui l'avait acheté. Tu sais. Tous des gros noms, dans le fond. Ouais. Fait que les budgets, au départ, sont donnés à ces joueurs-là qui ont les moyens d'investir. Tu sais. Fait qu'il faut faire ça tout underground. C'est pour ça que ça a travaillé beaucoup plus. Avec Plantation, c'est un bon exemple, justement, de travailler sur les programmes avec les clients, puis tout ça, puis de fidéliser nos bons partenaires, puis de tranquillement, eux ont eu... C'est que l'alcool a commencé aux États-Unis, le retour des cocktails, puis de la mixologie est revenu autour de 2007-2008. Donc, c'est revenu, je te dirais, facilement 7 ans avant ici. Là, ça nous prend toujours du temps avant de... Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Vous le savez aussi, si vous vous promenez un peu. Là. Ouais. Mais je voulais savoir aussi, parce que qu'est-ce que je comprends, c'est que oui, c'est quand même une grosse agence, Bella Vita Grand Cru au Québec. Est-ce que je peux dire ça? Non, mais parmi les agences québécoises. Non, on est une petite agence. Pour de vrai? Oui, quand même. Oui, parce qu'on a des spécialités. Si on avait, on n'a rien à voir avec Fréchette, avec Dandurand, avec Charton Hobbs et tout ça, ça n'a rien à voir. Là. Non, on reste une petite agence là, comme telle. Mais en tant qu'agence québécoise, je pense, oui, dans les top agences québécoises. Donc, ce que je veux dire, où est-ce qu'on est, que je pourrais dire, on a une certaine importance, c'est juste à cause du type de portfolio qu'on a, à cause du type de produit qu'on a. On est quand même un joueur important. Dans le rhum, on est quand même un joueur important, mais dans la spécialité, pas dans les produits réguliers.
Tu vois, c'est qu'il y a vraiment trois... Ouais, mais vous êtes quand même dans les réguliers avec les plantations. Là. T'as le pineapple, t'as le... Pineapple, c'est la spécialité, c'est de l'achat c'est par lot. OK. Ouais. On a ce qu'ils appelle... Alors, il y a 3 statuts à la SAQ. Tu as le statut de produit régulier qui fait que tu as automatiquement 3 de facing sur les tablettes. Ouais. Après ça, tu as le statut d'appro continu qu'on appelle, donc qui s'arrange pour toujours en avoir disponible aux entrepôts, pour lequel il faut que tu fasses un minimum. Là-dedans, on a 3... on appelle DRA. On a 3 produits là-dedans de chez Plantation. On a un Barbancourt qui est le 3 étoiles, le 4 ans. Alors ça, c'est ça qu'on a. Mais c'est tout. Sinon, tout le reste, c'est juste des achats par lot. Donc, c'est pour ça que ça vient. Et depuis 2 ans, depuis la pandémie, ça a été rock'n'roll avec la SAQ pour ce genre d'achat-là. Tu sais, si on prend par exemple un rhum, là, OFTD, qui est l'Overproof, il n'y en a pas eu pendant 1 an et demi, ils n'en ont pas commandé. Il y a plein d'affaires qu'ils n'ont pas commandé. OK, un peu de là, un peu de là, un peu de là. Tu sais, c'était vraiment désordonné. Fait que ça n'a pas été simple. Mais là, ça, c'est la question parce qu'on a parlé de portfolio. Là. Combien de produits vous avez dans votre portfolio? Je ne le sais pas. Je suis toujours surpris moi-même quand je regarde ça dans le détail. Je dis, wow, OK, on en a pas mal. Parce que, encore là aussi, ça va, ça vient. On a des produits de spécialité, on a des éditions limitées. Okay? Comme par exemple, encore là, dans les rhums plantations, les single casks, c'est juste une fois par année. Mais tu sais, on en avait 11 l'année dernière, on va en avoir 13 cette année. Fait que ça vient, puis that's it. Après ça, bye, là, ça va être un autre lot l'année prochaine, complètement différent. Fait que ça aussi, puis on a la même chose dans les whiskies. On a beaucoup, par exemple, de single casks dans les whiskies. Fait que ça, on a juste, ça arrive, je sais pas, 6, 8, 10 caisses qui arrivent, puis après ça, bye. Là, fait que ça roule beaucoup. C'est toujours des nouveaux produits, mais qui ne reviendront pas nécessairement. Moi, il y avait un rhum là, que j'ai essayé, là, la plantation, là, le Haïti Reserve Exo. C'était malade. 2010. Ouais. Ça n'existe plus. Hein. Ah non, c'était juste... C'était juste quelques fûts, puis that's it. That's it, hein? Ouais. Oh, wow. Donc, j'ai été privilégié d'avoir une bouteille chez moi. C'est ça. Quand ça arrive, il faut sauter dessus. Là, ouais. So, ça revient à une question qu'on a eue dans un autre podcast. Les bouteilles rares comme ça, là, qu'est-ce que tu suggères? Est-ce que c'est de les garder, puis participer dans un encan, genre, ou enjoy it while you can, genre? Moi, ce serait plus enjoy it while you can. C'est le bartender qui bat. C'est que de toute façon, tu ne vas pas les apporter avec toi dans ta tombe, tu sais. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est peut-être de choisir le moment. Tu sais, souvent en joke, par exemple, quand je fais des dégustations, entre autres, par exemple, encore là, avec le Plantation 20e anniversaire, qui est très bon, qui n'est pas si cher que ça, mais qui est très bon. Puis toujours en joke, ça, c'est le rhum que tu sors quand tes chums sont partis, tu sais. J'aime ça, moi. J'aime ça. OK, ils sont partis? OK, sors le bon rhum. Sors le bon C'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu sais. Forget him. OK, nice. So, tu as plusieurs... OK, dans le folio, combien de rhums vous avez à peu près? Encore la bonne question, parce que là, tu vois, on en a 8 nouveaux qui vont rentrer, là. Oh! Que ça a été long. De la Réunion. La Réunion. OK, tu sais quoi? Les rhums que tu as, ils viennent de quel pays? Est-ce qu'on peut dire ça au moins? Tu peux dire ça au moins? Oui. Non, mais je peux te faire la liste. Tu vois, encore là, ça va dépendre parce que, tu vois, alors, bien évidemment, dans les Caraïbes, on a Haïti avec Barbancourt, on a Plantation Kiko avec la Barbade, avec le Guatemala, avec le Jamaïque, avec le Panama. Bon, ensuite, on a, là, il va y avoir, non, il y a eu un Venezuela. Non, il n'est pas rentré encore, lui. Ensuite, avec, là, il y a aussi Fidji, par exemple. Oui, Fidji. Oh, Fidji, Fidji. Après ça, on a aussi, là, la Réunion qui va rentrer, là, c'est ça. On a comme 2 rhums de chez Charette. Charette? Oui, 2 rhums Charette, un ambré puis un agricole qui vont entrer. Oh, nice. Et puis de chez Savannah, on a 5 rhums aussi qui vont entrer. Oh, wow. Vraiment, La le Réunion, fun. ça. Après 3 ans d'ouvrage, parce que c'est complètement capoté. On la comptera tout à l'heure, cette histoire-là. Fait que, tu vois, on a 8 rhums qui s'en viennent. On travaille aussi avec un autre embouteilleur indépendant en France qui s'appelle la Compagnie des Indes. Oui, Compagnie des Indes. Oui. OK, et qui, eux autres, font aussi des choses complètement différentes aussi des autres. Alors, encore là, ça va être des assemblages souvent qu'ils font. Ou alors, par exemple, on avait un Jamaïque Navy Strength aussi de chez eux. Ils ont eu un Oktoberfest qu'on a appelé parce qu'ils font finir en baril de bière, tu sais. Alors, puis il y en a un autre aussi qui était rentré qui s'appelle le Tricorne, qui est un blanc, mais qui est le seul à avoir fait ça. C'est un assemblage des 3 types de rhum qui se font sur la planète, c'est-à-dire rhum de mélasse, rhum de canne à sucre et arak philippin.
Arac philippin. Oui. C'est notre style. Ouais. Et donc, tu vois, fait que c'est intéressant. C'est un monde qui Ils ont fait un rhum blanc avec C'est trois. Oui, ils ont assemblé ouais. les trois. Oui. Qui s'appelle le Tricorne, qui est très, très bon aussi, qui est très relevé. Est-ce que vous allez l'avoir? C'est Arac Batave, ça s'appelle. Ah oui. C'est à la SAQ. OK, c'est à l'Institut Oui, déjà. oui. OK, j'avais pas vu. So, question, comment tu fais pour choisir ton produit? Comment tu dis, c'est quoi? Parce que je te vois comme un producer en musique, là. Comme ça, c'est mon artiste. Ah, je veux cet artiste, tu comprends ce que je veux dire? Comment toi, tu choisis? C'est pas faux, parce que j'ai le loisir de choisir ce que j'ai envie de représenter puis avec qui j'ai envie de travailler. Et au départ, c'est parce que faut que j'aime ça. Ben oui. Ça, tu le goûtes. Ben oui. Tu dis, oui. c'est un produit distinct. Mais tu sais, il y a toutes sortes de façons de faire ça. Je me souviens que c'était justement en genre 2007 à peu près. Il y avait le directeur de la SAQ qui a dit on cherche des rhums particuliers. Puis là, j'avais vu quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque, Santa Teresa, tu sais. Yeah. Là, j'ai commencé à fouiller Santa Teresa, 1796. Fait que j'avais réussi à aller chercher le Santa Teresa 1796. Tu sais. Et avant que ça devienne compliqué avec, avec le Venezuela, puis qu'après ça soit aussi racheté par Diageo et tout, mais tu sais. Et même j'étais allé voir pour Zacapa, j'avais quasiment eu Zacapa à l'époque, mais tu vois, quand j'étais en négociation avec eux pour finaliser ça, les gars ils disaient attends, il faut que je te rappelle, puis la nouvelle est tombée la semaine après, Diageo venait de racheter. Fait que tu sais, c'est toujours des questions de timing, des fois ça dépend. Fait que c'est pour ça, c'est intéressant. Et puis moi, je suis quand même très curieux, fait que je suis toujours en train de regarder. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le marché? Puis quand je vais en voyage, par exemple, surtout aux États-Unis ou en Europe, toujours d'aller voir justement chez les cavistes, dans les liquor stores, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je connais pas, etc. C'est comme ça que ça m'a permis de découvrir, par exemple, une tequila qui avant était, que j'avais trouvé à Plattsburgh, que je connaissais pas, puis j'avais regardé ça, j'avais rapporté ça pour découvrir que finalement, c'était une marque. Et puis, c'était embouteillé c'était fabriqué par une autre distillerie, Saint-Nicolas. Et puis là, j'ai appelé la distillerie Saint-Nicolas. Puis c'est eux autres qui faisaient le tequila Espolón. Alors, à l'époque, j'avais rentré la tequila Espolón. Après ça, c'était quoi? C'était racheté par Campari. Wow! By Espolón. So, toi, t'es un bon chasseur de spiritueux. Ça m'arrivait souvent de manquer d'être Mais le tu trouves premier, les bons puis- produits, mais ils se font racheter. C'est correct, ça fait partie de la game, tu sais. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que mon contact là-bas, qui s'appelle Miguel Ángel Vargas, il m'a rappelé une couple d'années après, parce que lui, il avait perdu sa job à la distillerie comme tel, mais il s'était recyclé quand même là-dedans, puis il avait trouvé à travailler pour d'autres, un peu comme consultant et tout. Et puis c'est de là qu'il m'a rappelé, puis qu'on a créé ensemble la marque La Serpiente Emplumada. Oh, oui, le tequila, là. Ouais. Oui, c'est ça, tequila. Puis là, on a des mezcals. Puis tu vois, on a un mezcal en ce moment sur le marché ici, un Tobalar, avec lequel on a gagné Best Joven Tequila au World Mezcal Awards à Londres au mois de mai. Fait que tu sais, toujours quelque chose en train de chercher à droite et à gauche. Et pas juste dans le rhum, pas juste dans le tequila, mais dans un peu tout l'univers des spiritueux. Parce que j'aime vraiment, c'est le cas de dire, tous les spiritueux, je trouve qu'on leur place. C'est un beau monde en soi. J'aime le vin, bien sûr. Mais les spiritueux... C'est ton dada, ça. Ben oui, parce que ça fit très bien avec moi. J'ai toujours aimé ça. Je les goûte bien. Et puis... La palette pour, genre. Ben, il me semble que oui. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça prouve que c'est pas pire. As-tu une préférence dans les catégories de spiritueux, genre? Tu sais, dans le rhum, y a-tu... Tout le monde me demande ça, hein, mais ça va toujours dépendre du moment. Ça va dépendre du moment. Ça va dépendre du temps de la journée. Ça va dépendre de la température. Ça va dépendre du feeling. Tu sais, non, un rhum, un whisky. Tiens, un gin, un martini, un gin tonic. Non, tiens, on va se faire un margarita. Tu sais, ça va dépendre des... c'est ça, c'est comme la bière. Je ne suis pas un buveur de bière, par exemple, mais tu sais, justement, j'ai pas de bière comme telle que je préfère. Ça va être, tiens, il fait chaud, une blonde, ça serait bon. Là, tu sais. Ouais, OK. Mais avec les spiritueux, c'est un peu la même chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté un Armagnac, ça serait bon. Tu sais, c'est... Question jaune. Postée jaune. Bella Vita Grand Cru, ils opèrent juste au Québec ou ils sont ailleurs dans d'autres provinces? Bonne question. On opère juste au Québec. OK. J'ai travaillé avec le LCBO pendant 5-7 ans à peu près, là, fin des années de 2009 à 2015, quelque chose comme ça. Mais j'aimais vraiment pas leur façon de fonctionner, premièrement. Deuxièmement, pour être efficace, il aurait fallu avoir un bureau à Toronto, probablement. Ouais. Et puis, c'est
pas évident non plus à créer puis à faire. Mais j'aimais surtout pas leur façon de fonctionner parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas de respect pour les producteurs. Je trouvais qu'ils étaient vraiment... ils s'en foutaient un peu. Ça prenait, par exemple, quand tu présentais un produit, le temps qu'ils le choisissent et tout, bon, ça prend 3-4 mois. Mais après ça, ils passaient à la commande, puis ça prenait 8 mois avant qu'ils la ramassent. Puis après ça, c'était 120 jours, payé après 120 jours après réception, tu sais. Fait que là, ça veut dire que le producteur, pour qui tu as choisi ton vin, lui, il faut qu'il attende un an et demi là, avant de le payer, là, tu sais. Fait que ça soit sur sa palette alors qu'il aurait peut-être pu la vendre 2 fois. Ça, c'est la première chose. Wow. Et deuxièmement, il y avait aussi le fait de leur façon de fonctionner, c'est que si ça se vendait pas, si 80 ne se vendait pas en 2 mois, tu avais une pénalité de 25 du stock restant. Tu sais. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils soumettaient 300 caisses, ils prenaient les 300 caisses. Ouais, mais peut-être que tu en as pris trop. Peut-être que tu aurais pu en prendre juste 150. Là, ils sortaient ça, puis toi, tu n'as pas de contrôle sur la mise en marché. 2 semaines avant, ils sortaient le même vin, la même appellation, même chose. Tu sais. Puis 2 semaines après, ils en sortaient un autre. Fait que toi, tu te retrouves avec ça, il reste 150 caisses qui dorment. Wow. Boum, la pénalité. Tu sais. C'est comme... Pourquoi tu as pris 300 caisses quand tu savais que tu en avais 300 de l'autre, puis 300 de l'autre, tu te retrouves avec 1000 caisses du même produit en dedans d'un mois. Là. Hello! Wow. Pourtant, c'est des bons vendeurs de spiritueux là-bas. Ils sont plus spiritueux. Mais là, je te parle de vin. Là. C'est surtout, OK, c'était surtout le vin. OK, c'est surtout avec le vin. Les spiritueux, on en a eu quelques-uns, mais c'est toi, comme par exemple, on avait rentré Barbancourt. C'est même eux qui étaient venus nous chercher après le tremblement de terre, en 2010. C'était très noble de leur part. Ils voulaient faire leur effort, justement, pour encourager ça. Et j'ai été très, très, très surpris. Barbancourt n'était pas connu du tout. Oh non, ouais? Non, pas du tout. Mais pourtant... Alors que Barbancourt, dans les années 80, c'était le rhum le plus populaire au Québec. Mais il était quand même très populaire un peu dans les Caraïbes. Non, mais moi, je parle au Québec. Québec. Ouais, au Québec, ouais. Au Québec, c'était le rhum le plus populaire dans les années 80. Et alors quand on est arrivé là, on commençait à faire démarcher, puis justement faire le tour des succursales. Personne ne connaissait ça. Et puis là, j'ai compris comment il fonctionnait. La SAQ, quand il liste un produit régulier, le planogramme est étudié, il y a une place là qui lui est dédiée, par l'Ontario. Tu arrives là, ils surlistent. Après ça, c'est arrangez-vous, let's go. Va te battre pour ta place sur la tablette. Oh, wow. Ouais. Fait que, tu sais, je me souviens, moi-même, je faisais des succursales, je passais, puis je dis, garde, j'en ai 25 à délister, là, ce mois-ci, là, fait que je sais pas où est-ce que je vais le mettre, ton rhum, là, tu sais. Et d'autre façon aussi, que je généralise, mais en Ontario, ils sont beaucoup plus, je trouve, des consommateurs de marque. OK. Ils vont, ils sont très influencés par la publicité, très influencés. OK, là, la marque du jour, c'est ça. Là, là, je vais te donner un exemple. Encore là, c'était peut-être en 2010. La nouvelle bière à la mode en Ontario, c'était Stella Artois. Tu arrives à n'importe qui, tu étais à la mode, tu arrives avec une caisse de Stella. Yeah, right. Tu n'arrivais pas avec de la bleue ou de la jaune, non, tu arrivais avec de la Stella. 2 ans après, c'était Kronenbourg, c'était plus Stella. T'sais. Fait qu'ils changent comme ça. Fait que ça prend des gros budgets marketing. C'est complètement une autre approche. Le Québécois, comme consommateur, quant à moi, est quelqu'un de beaucoup plus curieux. Est-ce que c'est à cause des vins, notre culture ou latine? Je ne le sais pas, mais il est plus curieux en général d'essayer des affaires. Okay. En parlant, on est encore dans Barbancourt, là. Comment ça, on n'a pas le 15 ans? C'est très simple. C'est un gros rhum, là. La question des Tu comprends? La question des Haïtiens. Comment ça, on n'a pas le 15 ans? Ça fait 15 ans que je réponds à cette question-là. Exactement, mais je suis sûr. C'est une question de chimie, une question de règles de Santé Canada. C'est qu'il y a un ingrédient, surtout dans les rhums agricoles, mais dans d'autres alcools aussi, comme les alcools de noyau, ça va être dans certains armagnacs, qui s'appelle le carbamate d'éthyle, qui est un autre mot pour dire uréthane. Et pourquoi dans les rhums agricoles? Personne ne le sait exactement. Il semblerait que ça viendrait probablement de la levure qui est utilisée à la fermentation du jus de canne. Parce que le jus de canne est très sensible à l'oxydation, donc ils ne veulent pas prendre la chance que ça se contamine et ça s'oxyde puis que ça soit plus bon pour faire du rhum. Alors, peut-être qu'ils exagèrent sur la quantité de levure utilisée. Ça, c'est ils dosent pas, là, vraiment. Là. Ils font juste... malgré que Barbancourt a fait un effort, parce que c'est pour ça que Barbancourt a été retiré de la SAQ en 2000. Et puis qui est revenu juste en 2007. Mais on est revenu en 2007 avec quoi? Avec le Pango. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est ça qui est revenu en premier. Oui, pourquoi? Parce que c'était un degré de l'alcool plus bas, à 35 Donc, il passait. Parce que là, c'est très complexe. Encore une fois, je m'excuse aux auditeurs, aux téléspectateurs. C'est l'apprentissage. Dans la chimie du laboratoire de la SAQ et puis de Santé Canada qui mettent des lois un peu niaiseuses, quant à moi.
Je m'excuse, mais c'est vraiment le cas parce que Je suis d'accord. c'est la seule place au monde où est-ce qu'ils sont tête de même. Tu sais. Ouais. Et puis ils font un fixe là-dessus. Tu sais, ils ont besoin de bébites, puis ça, c'en est une. Ils ont besoin de bébé. On s'est toujours demandé, est-ce que c'est venu ça à cause, par exemple, un peu de forcing de la part, par exemple, de Bacardi contre le rhum agricole? Est-ce que ça aurait pu être ça? C'est pas prouvé, là, c'est pas ce qu'on dit. Mais on se demande, Mais on se dans demande les couloirs, pourquoi ouais. c'est limité à 150 ppm de carbamate d'éthyle dans tous les alcools, sauf les alcools de fruits comme le cognac. Les alcools comme le cognac, eux autres ont droit à 400. Oh, Ouais, wow. ouais, Pourquoi? OK. Ça Ouais. fait pas de logique. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxièmement, aussi, c'est que le carbamate d'éthyle, c'est vivant. Ça reste pas stable. Ça continue à se développer une fois dans la bouteille, sur la tablette, wow. ça continue à OK. se développer. Et donc, le 15 ans est beaucoup plus vieux. Le 8 ans, déjà, on est sur la limite. Ça arrive souvent là, qu'on est à 150, 145. Le 8 ans passe juste. Le 15 ans passe pas. OK. 15 ans est à 215, 225. Fait qu'il passe pas. Alors, à ce moment-là, il est interdit de commercialisation. Il serait un gros vendeur à la SAC, le 15 ans, je suis sûr. Il serait gros vendeur. Par contre, de l'autre côté, ils ne fournissent pas non plus à Haïti. Ah, OK, OK. Parce que ça, c'est un autre souci, c'est très limité comme quantité par rapport aux 3 étoiles ou aux 5 étoiles. Là, Ouais. Même le 5 étoiles, il est assez limité. Là, ça n'a pas été facile dans les dernières années à Haïti, vous le savez. Ouais. Que ce soit autant au niveau politique, au niveau température, tout ça. La canne à sucre, il faut quand même la récolter. Il faut premièrement la faire pousser et la récolter. Et après ça, il y a eu des gros changements aussi à la distillerie même. À la mort de Thierry Gardère. Ouais. Après ça, la succession a été compliquée. Et puis, ça fait juste commencer à reprendre un peu. Puis là, maintenant aussi, ils ont été pendant un an un gros problème de bouteilles. Le port était fermé à Port-au-Prince. Puis, donc, le problème de bouteilles parce que tout est importé. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas le 15 ans. Je suis désolé. OK. Puis est-ce qu'on pourrait avoir le 150? Il y en a un, c'est 150. Ouais. Ça, c'est pour le 150e anniversaire Ouais. qu'ils ont sorti une édition spéciale. Je ne l'ai jamais goûté. Ah non, moi-même, pour de vrai? Ben T'as non. pas eu... Non. Ils n'ont pas eu la gentillesse de m'envoyer une bouteille. Ils n'ont non. pas fait un gros party puis t'es invité là, non? Dommage. J'avais une question aussi. C'est un autre post-it jaune pour toi. Comment tu choisis? Parce que il y a combien d'agences de... Comment on appelle ça? Pas les agences, mais tu as le Raspipave, puis tu as le A3, là. Ah, OK, tu veux dire les associations. Association, voilà. Les associations d'agences Ouais. comme telles. Mais le Raspipave est plus concentré sur les agences qui font de l'importation privée. Est-ce que toi, t'es plus un IP, toi, on peut dire ça? Non, pas du tout. Non, puis encore moins dernièrement à cause des nouvelles politiques de la SAQ de cette année, là, que ça a été compliqué. Il y a trop de stock, il y a trop de vin, il y a trop de bébelles sur le marché. Là, tu sais. OK, ouais. Et donc, ils ont limité énormément. Ah non, c'est rendu. C'est rendu plus strict, ouais. Oui. Ils ont, pendant, tu vois, premièrement, au mois de mars, pendant un mois, c'était impossible de commander en importation privée. Et après ça, à partir du mois d'avril, ils ont changé les règles et puis on était limité dans le nombre de caisses qu'on pouvait importer. Oh, wow. Et après ça, c'était la durée. Avant, ça prenait 12 semaines, c'était rendu 18 semaines. Fait que là, la mise à disposition, il n'y a pas longtemps, c'était 12 semaines. Mais c'est parce que, tu vois, les entrepôts, à la totalité, c'est 400 000 caisses. Ils étaient à 490 000 caisses. OK. Fait que ça, comme... Les 90 000 caisses prenaient de la place dans l'autre entrepôt des produits pour la SAQ. En tout cas, tu sais, c'est comme... Ouais, OK. C'était le bordel. Sur ton association, toi, c'est... A3. A3. Ouais. Puis ça, c'est quoi la différence? Parce que eux, c'est importation privée, puis A3, c'est plus... Ben, A3, c'est beaucoup plus vieux, comme c'est l'AQAVBS au Ouais, départ. d'accord, Et puis, ça fait pas mal plus longtemps qu'ils sont là, justement, comme association des agences comme telles. Mais est-ce que ça vous aide vraiment, une association comme ça? Ou comme, tu sais, quand on parlait de lobbying puis tout, là, est-ce que ça... Ben, bien sûr que ça nous aide. Là, au moins, ils sont en contact direct avec la SAQ, avec les dirigeants. Ils ont une porte, en tout cas, ils ont une oreille plus attentive. C'est ça, c'est que ça centralise. Et puis surtout, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la pandémie, les moyens de communication, ils ont mangé à la claque. Ah oui, ça, c'est clair. Parce que tout le monde travaille de chez eux. Il n'y a plus moyen de les rencontrer, plus moyen de les voir. Un Zoom par année, puis à la limite, là, parce qu'il y a une chance que ça s'est arrivé. Mais on ne s'est pas vu presque pas là, depuis 3 ans. Là. Et donc, ça fait bien leur affaire aussi. T'sais. Comme ça, ils sont dans leur coin tranquilles, on ne les achale pas. Fait que c'est pour ça que une association comme A3 est importante, surtout depuis la pandémie. Wow. Oh, mais On goûte-tu quelque chose? On goûte-tu quelque chose? Je pense qu'on est rendu là. Hein? Ah ouais. Bon. Je
Là, moi, j'ai jamais vu cette bouteille-là. Quelle est cette fameuse bouteille? Alors, Empaillée et c'est tout. une bouteille d'ailleurs qui ne sera pas commercialisée comme ça ici à la SAQ parce que ils sont là, ils sont partis sur un dada, là, sur le suremballage, ils ne veulent plus rien. Alors, la paille comme telle, bye. Ah ouais, hein? Oui. Alors, la bouteille va être tout nue. Alors, ce produit-là a été accepté par la SAQ, je pense, il y a 2 semaines. OK, Alors, c'est tout nouveau, là. Oui, c'est pas encore arrivé. Exclusive! C'est une cachaça. Oh! Cachaça, évidemment, du Brésil. Soledade Pura, donc la blanche. Double distillation en alambic. Ben, je vous laisse vous servir, messieurs. Vous allez voir. Alors, parce que vous allez voir pourquoi je commence la dégustation avec ça. C'est très, très, très suave. C'est très bien fait. C'est un beau produit. Évidemment, là, on le boit à température pièce. Il ne sera pas, tu sais, mais ça vaut la peine de goûter comme ça. Oui, mais tu sais, évidemment, tout le monde fait des caipirinhas avec ça, mais c'est très bon sur glace, c'est très bon. D'ailleurs, on pourrait mettre la bouteille au frigo, tout simplement. Hein. Mm-hmm. Mais vous allez voir, c'est... J'ai beaucoup de cachaça, moi. Ben, c'est ça, c'est un produit qui est méconnu, puis comme bien souvent, ça peut être bon, puis ça peut être pas bon. Alors, c'est un distillat de jus de canne à sucre. OK. Hein? Donc, mais ils n'ont pas le droit d'appeler ça rhum agricole parce que les rhums agricoles, c'est l'exclusivité de, Caraïbes. AOC. de France. Ouais, AOC. Ouais. Mais c'est pas vrai que c'est juste la France. J'ai appris Non, quelque non, chose non, l'année non. dernière. Non, Ouais, non. non. Il y a juste le Madère qui a le droit d'appeler son rhum qui est fait à base de jus de canne à sucre agricole. Madère, le Portugal. Exact. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire passer ça à la communauté européenne en disant, regarde, on ne veut pas l'exclusivité, on laisse aussi Madère peut le faire. Ah. Sinon, alors, on va dire de type agricole, comme ça, comme Barbancourt. Ouais. C'est ça, c'est de type agricole. Mais c'est la technique Ou française. pur jus. Ouais, c'est la technique française. C'est juste que AOC, c'est la dénomination. Comme le cognac, si j'ai bien compris. So, Envoyez mais c'est pas fort, je trouve. Ouais, le nez est pas... Non, c'est ça, c'est pas puissant, c'est tout en délicatesse, tu sais, c'est frais, oui, on a la canne, on a le côté un peu végétal, mais c'est pas du tout comme du cœur de chauffe caribéen, c'est pas pétroleux. Ça sent le végétal, en tout cas. Oui, mais ça sent comme la rosée du matin, là, tu sais. Mhm. Ça a quelque chose de très frais pour ça, c'est pas... c'est très droit en même temps, un côté salin aussi. Ouais. Tu sais, côté. Ça, c'est fait dans les hauteurs de Rio, tu sais. Je ne sais pas si ça a une influence comme telle. Ouais, pour le terroir. Mm-hmm. C'est vrai, c'est pas agressif. Ça rentre dans la sac quand, ça? J'ai pas encore l'intention d'achat. OK. Ce qui se passe en ce moment, à la SAQ, c'est un peu difficile de les suivre, comme je disais, depuis un an et demi. Parce qu'on reçoit des commandes, surtout pour les nouveaux produits. Je ne sais pas si ça va rentrer avant Noël. Parce que déjà, on reçoit des commandes pour janvier, OK. puis février. OK. Fait que ils ont trop de stock. Ils ont trop de stock. Wow. Vous voyez comment la douceur dans la bouche, Ouais. comme telle? Ça patine la bouche, mais c'est très, 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 très droit. C'est pas déviant du tout. C'est vraiment très bien fait. Puis C'est ça une va- belle maison. Ça va compétitionner avec les autres qui sont sur le marché, les autres cachassas? Mais à peu près rien sur le marché. Là, tu sais, Il y a juste ça le cachaça. Pas d'autre. tu sais, ça va. C'est compliqué, il faut dire. Alors, nous, celle-là, on est allé la chercher à travers l'importateur français qui s'appelle Apotheca. Et parce que, justement, c'est que ça, c'est un autre univers dans le monde de la SAQ, c'est le transport. Et la SAQ ne va pas partout à travers le monde chercher les produits. Alors, pour beaucoup de produits, il faut que ce soit le fournisseur qui s'occupe du transport. Ça s'appelle, dans le langage de transport, c'est Incoterm, ça s'appelle DDU, ça veut dire Delivered Duty Unpaid. Alors, la SAQ, en Californie, en France, en Italie, ils ont des deals à l'année avec des transporteurs, X, par exemple, X pour le conteneur. Sauf que, alors ça revient, mettons, en Californie, à, je dis n'importe quoi, à 4 5 la caisse de 12. Mais toi, si eux autres commandent, par exemple, au Mexique, ils ne vont pas au Mexique, là, ça ne revient pas au même prix la caisse. Là, ça revient souvent à entre 15 et 20, c'est pas 25 la caisse. Fait que ça joue beaucoup sur le prix final du produit.
Et puis là, du Brésil, d'organiser le transport du Brésil d'ici, parce qu'il n'y a pas de bateau direct, soit que ça passe par Miami, après ça, tu es en sous-douane, en camion. Alors, c'est bien plus facile d'aller chercher en France. La SAQ a des prix en France, ça coûte $4 la caisse. Okay. Alors, eux, déjà, ils l'importent parce qu'ils le distribuent en France. Donc, on va chercher en France. Wow. C'est ça. Plus facile, plus accessible. Là, c'est ça un peu le... Plus accessible. Ouais, il ne faut pas beaucoup d'efforts. Là. Amène ça non. Non, mais c'est moins cher aussi, je pense, les produits là-bas pour eux. Ça se peut. Parce que la SAQ est quand même un grand joueur, c'est ça que j'ai compris dans le monde, là, au niveau des spiritueux. Oui, c'est un gros acheteur, effectivement. Ils achètent en gros, puis les gens sont contents de faire affaire avec eux parce que... Oui, mais parce qu'ils achètent pas très cher non plus. Là. Content, ça dépend. C'est ça. Ça dépend. Comme par exemple ici, alors il va falloir prendre la bouteille nue, sans paille. Il faut que l'étiquette ait aussi toutes sortes de choses précises juste pour la SAQ. Alors souvent, les producteurs un peu plus petits, ils se disent, laisse faire, ça me tente pas, là, C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas ici. Tu sais. Ah ouais! Ben oui. Des fois aussi, la marge de profit qu'ils font, là, à cause le prix que la SAQ veut payer, comparativement au profit que le producteur fait, c'est pas beaucoup. Fait que des fois, ils disent non. Je vais donner un exemple qui est assez patent. Si vous vous souvenez, déjà, peut-être il y a 15 ans ou 20 ans, mais encore aujourd'hui, Absolute. Ouais. Vodka, ouais. Bombay Sapphire. Bombay, Pastis Ricard, par exemple. Ouais. Ici, c'est même pas 25 $ la bouteille. Ça fait longtemps que c'est plus que 25 US aux États-Unis, malgré le taux de change, puis malgré des marges beaucoup plus petites. Pourquoi? À cause du dumping. Ils font du dumping. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent être sur le marché, parce que tu as des marques locales. À l'époque, maintenant, il y en a moins, mais comme Shenley, puis tout ça, tu avais des marques locales qui étaient à 20 $. Alors, pour compétitionner, les catégories premium et super premium n'existaient pas il y a 20 ans. Et donc, ça a toujours été nivelé par le bas. Fait qu'on ils ont toujours eu, entre guillemets, des prix préférentiels. Juste pour s'introduire au marché, genre. Juste pour garder le marché, garder leur positionnement. Wow, ça, c'est un sacrifice, genre. Mais pour récupérer des profits... C'est sacrifice, tu sais. Je veux dire, ça ne coûte rien le gin qu'ils produisent à la tonne, tu sais. Ouais. Mais c'est moins payant que de le vendre aux États-Unis. C'est ça. Oui, ils récupèrent ailleurs, d'eau. Ben, tu sais, comme je dis toujours, ça, j'avais appris ça à l'époque, tu sais... Si tu as du stock à vendre, t'es mieux de faire 10 % que de faire 0. Ouais. Peut-être, c'est ce que j'essaie des fois de dire aux fournisseurs, dire, regarde, est-ce que tu as de l'extra, surtout dans le vin, par exemple, mais même dans le spiritueux, est-ce que tu as du stock à vendre de plus? Oui. Donc, si tu as de la marge, tu couvres tes frais chez vous avec une marge de 30, 35, 40 %. Si t'en reste, que tu fasses 10, 12, 15 % de notre côté, ben c'est mieux que rien. Ouais. Puis, ce qui est bien avec la SAQ, c'est que tu t'assures, une fois qu'un produit est référencé, si ça marche bien sûr, ils vont répéter. Ouais. C'est ça qui est bon de la SAQ, c'est qu'après ça, ils s'occupent de tout, puis si ça marche bien, ça roule. Ben, il faut qu'on s'en occupe. Non, c'est nous autres qui s'occupons de la mise en marché. C'est notre job, c'est en tant qu'agent. Eux autres, ils te laissent, ils commandent, après ça, ils te laissent le terrain libre pour jouer, mais c'est à nous autres de placer le produit. Okay. Non, c'est parce que contrairement en Ontario, au LCBO, ça s'appelle, eux autres, Vintages. Okay. Faut que tu répliques à chaque fois. C'est one-shot deal. Oh, wow. Faut que tu répliques à chaque fois. Faut que tu repasses les dégustations. Faut que tu repasses ça. Tu sais, à la SAQ, ce qu'ils appellent les appels d'offres, les tenders, c'est une fois que tu l'as passé, puis ton produit est listé, bon. il peut être reconduit. Ouais. Là, tu sais. Ah ouais, je savais pas que c'était compliqué comme ça à LCBO. Je pensais qu'à LCBO, était plus chill, plus... Non. Là, c'est quoi la nouvelle? C'est quoi ça? Alors ça, je ne sais pas si vous y avez goûté. Ça doit être Fiji, ça se peut? Exact. Ah oui, je connais. Fiji, j'ai pas goûté, je pense. Fiji, je connais. Parce que J'ai goûté Isle of Barbade, j'ai goûté le Original Haïti, Dark. Original Dark, le Pineapple, j'ai goûté le Trinidad, le 5 ans. C'est Barbade le 5 ans. C'est Barbade 5 ans, ok, ouais. Il y a le Guatemala, J'ai-tu goûté au Guatemala? Grananero, Guatemala, Belize. Oh, j'ai goûté le 20 ans, le 20 ans, là, le 25. C'est 20e anniversaire. 20e anniversaire. Je l'adore, celui-là, il est vraiment bon. Ça, c'est Isle of Fiji. C'est juste parce que c'est bien intéressant. Ça fait comme 2 fois qu'on en a seulement, là, mais tu sais, c'est... 2 fois seulement? Oui. Ben, on a une autre commande en route, là, mais ça vaut vraiment la peine. Puis quant à moi, ça a une identité très, très propre de là-bas. Vous allez voir en le goûtant ce que je veux dire. C'est très différent des Caraïbes, je trouve. Est-ce que c'est à cause du terroir? Est-ce que c'est à cause... Mais je pense qu'il y a une influence climatique importante. Mm-hmm. Les chais aussi. Et encore là, ça, c'est comme tous les rhums plantations, c'est un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel.
Ouais, vous avez des bons prix. Pour la qualité là, de vos produits là, sont vraiment excellents. Fait que vous allez voir ça. Double barrel. Alors, oui, ce que ça veut dire, c'est double vieillissement. En fait, c'est la signature des rhums plantations. C'est que les rhums plantations sont faits par la maison Ferrand, qui avant on appelait Cognac Ferrand, qui est basée à Cognac. Donc, en étant producteur de cognac, ce qu'ils ont toujours fait depuis le début, c'est resté la marque de commerce, c'est de faire un double vieillissement. Une fois que les rhums sont âgés à une certaine maturité sur place, souvent en fût de Bourbon, ils sont rapatriés en France et après là, ils sont mis en fût de cognac pour finir leur vieillissement. Alors, c'est ça qui leur donne une rondeur, une côté, Ouais, j'avais oublié le... Moi, ce que j'aime ici, c'est qu'on a, pour être allé quand même, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les chais, dans les tropiques, là, quand tu rentres dans un chai, là, ça sent ça. Là, c'est le mélange du bois, c'est le bois. avec l'humidité, Exact. avec la mélasse, tout ça. Puis ça donne vraiment un côté qui, quant à moi, est jouissif. Là, tu vois les palmiers, là, tu sens la plage, là, tu sens le sable. Là, ça fait que ça a du caractère, mais en même temps, c'est accessible. C'est pas trop... Sucré aussi. Oui, bien, ça, il y a un peu de dosage là-dedans, ça, c'est certain. Mais c'est vraiment le côté rassembleur, je trouve, de tous ces éléments-là qu'on retrouve bien. Et ça ne goûte pas les Caraïbes. Tu sais? Non. Quand même de la finesse là-dedans. Là. C'est quand même... Wow. Il travaille. Il continue à travailler dans la bouche. Après. La finition n'est pas agressive du tout. Là. Ça coule bien. C'est un beau rhum. Il continue à... Alors, tu peux le prendre pur. Ça, j'allais dire, où? Tu peux le prendre sur glace. C'est sûr que tu vas faire un excellent cocktail avec ça. Parce qu'il va ressortir aussi. Il y a du goût, il y a du caractère. Non, il est très... Mais je trouve que c'est un très, très bel équilibre. Là, Ouais, c'est ça. Il est bien... C'est pas funky. C'est pas funky, c'est pas un rhum jamaïcain. C'est pas ça qui est recherché, mais on a vraiment le côté océanique, je dirais. Là. La beauté des rhums plantations, c'est leur diversité comme telle. Puis, Ben, ça m'amène à une question. Post-it rouge. Rouge. Post-it rouge. Pascal, ça fait depuis... je pense pendant la pandémie, je faisais un topo pendant le Black History Month sur les rhums et tout. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup là, de questionnements sur... le nom de la marque. Tu le sais déjà. Oui. Le nom de la plantation et tout. Il y a eu des gros débats par rapport à ça. Parce qu'ils sont comme... Tu sais, c'est comme... Pourquoi changer Alors, par ce le qui nom? est intéressant là-dedans, c'est que ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est très, très, très américain. C'est surtout, ça vient des États-Unis. Cette initiative-là? Ben, cette initiative-là et ce genre de, comme tu dis, de questionnement puis de remise en question du nom plantation. Parce qu'évidemment, ils l'ont... la Maison Ferrand a acquis la plus grosse distillerie de la Barbade en 2017 qui s'appelle la West Indies Oui. Rum Distillery. C'est ceux qui faisaient Mount Game, il me semble, non? Non. Ben, ils ont du style un peu pour Mount Game, mais ouais. c'est pour tout le monde. Ils font 90% du Ben, rhum. non, c'est ça. à Exactement. Barbade, là, c'est même eux autres qui fournissent le rhum pour Malibu. Là, Oui, puis exactement. Bumbu, Ah, puis ouais, tout ok. tu sais, bon. Et c'est venu aussi en question par rapport aux employés aussi de la distillerie. Ils aiment le nom plantation. Ils aiment le nom, eux. Ben, c'est que ça n'a pas rapport nécessairement. Les plantations, on va penser, c'est beaucoup plus les champs de coton. Aux États-Unis, c'est de là le côté plantation, le nom, le côté par rapport à l'esclavage. Mais ici, ça n'a pas de consonance, on n'en entend pas parler. Puis c'est sûr qu'on n'a pas vécu ça non plus. En Europe non plus. Alors, c'est vraiment aux États-Unis où ça a fait comme... Et donc, tu sais, je sais qu'il était question qu'ils changent le nom. Ouais, c'est ça. Le débat. Mais après ça, il faut que tu en trouves un, tu sais. Ça, c'est pas évident. Parce que tu es pris avec longtemps. Ouais. Et donc, je sais qu'ils sont là-dessus. Est-ce qu'ils vont changer, pas changer? Quel nom, je ne sais pas. Mais je sais qu'ils ont travaillé très fort. C'est un gros branding après qu'il faut que tu refasses. Là. C'est ça, là. Ils ont travaillé très fort là-dessus, mais ça n'a pas été évident. Au départ, tu dis, ouais, pas de trouble, on va changer. Mais après ça, tu commences à rentrer les noms, tu sais.
Comment tu t'appelles-tu tradition? Tu t'appelles-tu... Tu sais, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, je pense que le débat s'est un peu calmé là-dessus. C'est parce que c'était avec le Black Lives Matter aussi. C'est avec... c'est dans, tu sais, Mais il y avait d'autres, parce que George Floyd, il parlait de ça. Ouais. Tu sais, c'est venu avec tout ça. Là, tu sais, c'était juste un sujet de plus dans la balance. C'était un sujet de plus, mais c'était plus aussi du fait que et les gens, ils disent, tu n'es pas obligé de mettre ce nom-là pour rappeler le trauma. Mais c'est pas ça, parce que la façon dont la plantation s'est développée au départ, c'est ce qui est bien intéressant, c'est que ça a commencé avec des micro-lots de rhum qui venaient des plantations de canne à sucre. Ça s'appelait des plantations de canne à sucre, tu sais. Alors, parce que la façon dont ça a fonctionné avec Rhum Plantation, c'est que Alexandre, Gabriel, il envoyait des fûts de cognac de vide à certaines des plantations, des distilleries dans les plantations, à Trinidad, à Sainte-Lucie, tout ça. Et puis, à un moment donné, pour les payer, il leur retournait un fût plein de rhum. Parce qu'il n'y avait pas le cash, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il retournait le fût plein de rhum. Lui, après le fût plein de rhum, il l'a fini en fût de cognac. Et puis, la petite histoire veut qu'à un moment donné, il essaie de rentrer chez Nicolas. Nicolas, c'est un des plus gros cavistes de France, là, tu sais, à part les grosses chaînes de distribution. Il essaie de rentrer là avec son cognac, Alors, ils ont fait un souper, ils ont invité où est-ce que l'acheteuse de Nicolas était là, mais il avait donné un échantillon de Barbade 5 ans qui avait fait finir un fût de cognac à tout le monde. Le lendemain, l'acheteuse l'achetait, elle a dit « j'en veux ». Fait qu'elle a rentré le rhum plantation, elle n'a pas rentré le cognac Ferrand, elle a rentré le rhum plantation. Okay. Fait que c'est de là qu'est venu. Alors, comme il vendait aussi des fûts un peu partout, il y avait des contacts un peu partout dans différentes distilleries. Alors, c'est de là que tranquillement il est venu de choisir des petits lots millésimés, de les rapporter. Ça a commencé tout petit, là. Okay, puis de les mettre en bouteille. Puis c'est pour ça que ça s'appelait plantation. C'était des rhums qui venaient de la plantation. Il n'y avait pas de connotation réelle à ça, pas du tout. Là, Puis d'ailleurs, si tu penses à ça, ça a pris 25 ans avant que ça devienne quelque chose. Ça fait que il aurait pu se réveiller avant. C'est juste avec le mouvement politique que tout est devenu contestataire et par rapport à ça. Puis c'est pour ça que je dis, je sais que pour eux autres, c'est important parce que le marché américain, c'est probablement leur plus gros marché aussi quand même, au monde. Là, mais ici, au Canada, ça n'a aucune connotation négative. Non, ça n'a pas de connotation négative. C'est juste que je fais que ça a soulevé le débat aussi. C'est juste comme, est-ce qu'il n'y avait pas un autre nom? C'est ça qui est souvent sorti de... Ça a des suggestions à faire. Alex! Je suis disponible. Dégustation numéro 13. Numéro 13. Oh, Jamaica Navy Strength. Oh! Question, vraiment, ça c'est une autre question. Ça c'est un post-it très vert. Là. Très, très, très vert. Combien de langues tu parles? 4,5. 4,5. Oh ouais, comme mon appart, qu'est-ce qui se passe? 4,5 parce que je parle français, anglais, italien, espagnol, mais après ça, je bragouine un peu de toutes sortes de langues. Tu sais, Okay. Ah ouais? Oui, j'ai étudié l'allemand quand j'étais au cégep. OK, nice. Puis, ich spreche nicht Deutsch. Ich habe alle vergessen. Nein! Das ist nicht. Nein! Mais fait que c'est ça, tu sais, fait que ça aide un petit peu pour des choses comme ça. So, dans ton milieu... T'as parlé du allemand à des clients? Je travaille avec l'Allemagne. Okay. On a des vins allemands. Alors, tu vois, dans les vins, on a des vins de France, d'Italie, d'Allemagne. Okay. Pour l'instant, basta. Après ça, on a des vins apéritifs. On a des Jerez d'Espagne. Puis là, on a commencé à travailler avec des Madères de Portugal. Mais c'est tout. Alors, pour les vins, on est vraiment limité à ça. Okay. Fait que oui. OK, là, sur l'étiquette, c'est écrit que représenté par Bella Vita Grand Cru. Oui. So, ça, c'est un label spécial exact. pour le Québec. Hein. Exact. Nice. Parce qu'il était tout en anglais. Il aurait fallu qu'ils le traduisent, qu'ils mettent une étiquette juste dessus, qu'ils arrêtaient lait sur la bouteille. Alors, eux, ils aiment bien faire les choses comme il faut. Alors, ils ont fait faire une étiquette. Il faut dire qu'il y avait une commande qui était conséquente aussi. Puis, tu vois, je voyais ici Naval Strength. Normalement, Naval Strength, c'est 57 %. Ouais. Ici, c'est écrit 50. Ouais. Or higher. Encore. Non, mais d'habitude, c'est 57. OK. Parce que c'était le degré minimal... Ou est-ce que même si... pour la poudre, là, je pense. Oui, c'est ça, pour la poudre à canon, pour que ça s'allume pareil, là, tu sais. Et fait que c'est 57 d'habitude quand on dit Navy Strength. Alors ici, on parle de Jamaïque. Jamaïque. C'est de 2 distilleries. Et ça a été vieilli 5 ans. Alors, c'est la compagnie des Indes
qui a importé les rhums et puis qui les a assemblés pour donner ça. C'est vieilli combien de... 5 ans. 5 ans? Oui. 57%. Oh, OK. Oui, c'est ça, c'est un vrai Navy Strength. OK. OK, c'est ça, ouais. Mais en même temps, tu vas voir au nez, ça brûle pas. C'est Non, bien mais- fait, c'est fondu, c'est intense, bien sûr. Ouais. On Ça, on a s'attend- ça à la sac? Oui. OK, je l'ai pas vu. Ouais, mais c'est pas partout. Ben non, c'est pas partout, c'est une spécialité, mais il y en a eu quand même pas mal. Ouais. T'as pas vu ça? Ben oui, il y en a eu à. Ben t'as pas vu, mais il y en a eu à la SAQ Il y en a un, Restauration. ça? Ouais. Oh, C'est trop dur, ça? C'est trop dur pour c'est pas que c'est trop dur, mais 11h30 le matin, là. ça, c'est... Mais tu vois, encore là, regarde, tu sais, Jamaïque, des fois, ça peut être super funky. Là, ici, c'est quand même clean. C'est Oui, il y parle quand même. c'est végétal. Ouais, ça, c'est parce qu'il n'y a pas de colorant dedans. C'est ça. Ben oui, souvent, quand c'est trop, Ouh, C'est trop jeune, là, puis tout ça, souvent, ben oui. wow. Ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas fait pour les faibles. c'est pas fait pour les faibles, ça. Ça, c'est... Oui, mais tu vois, en même temps, l'alcool pourrait vraiment mordre, là, tu sais, venir te ramasser la langue. Pas du tout. C'est Non. C'est beurré, Oui, c'est oui. fondu. Tu as une belle vanille, justement. Puis après ça, tu as les goûts, le côté plus végétal, plus sur l'eucalyptus, plus justement un petit côté un petit peu pétroleux. Là, parce que vous savez, la différence justement avec les rhums, puis on va en goûter un autre tout à l'heure, c'est en Jamaïque, ils sont spécialisés sur les longues fermentations. Alors que je pense que la fermentation à l'île Fidji est quand même relativement courte. La Barbade, c'est 3 jours max. C'est pour ça que c'est des rhums qui sont très fruités. En Jamaïque, ils vont souvent faire une semaine, c'est pas 2 semaines. Alors, ce que ça fait, ça extrait beaucoup plus d'ester, de high ester, puis de matière comme telle. Et c'est ça qui fait que ça a cette intensité-là. Ouais, c'est C'est intense, assez intense, là. ouais, c'est assez intense dans la Ça, bouche. tu suggérais en cocktail ou straight? Straight. Moi, j'aime ça, straight. Non, ça, c'est plus Le un straight. barman Le dit Jamaïcain plus straight. Le Fidji, tu peux le mettre en cocktail. Oui, ben c'est sûr. Imagine, tu mets ça dans un cocktail, il va être super ton cocktail. Tu sais, il va être bon, il va sortir. Ou tu peux topper, par exemple. Si tu fais un daiquiri avec un rhum blanc, par exemple, puis là, tu fais juste topper. Oh, topé, Tu mets un cordon sur le dessus, là. Juste donner un kick, comme un overproof que tu peux utiliser. Pour ça, là, tu peux t'en servir comme overproof. Puis en même temps, le petit côté funky que ça va apporter, ça va donner du relief. Oh, nice. Ouais. J'ai jamais pensé de topper. C'est la première fois que j'entends ça. C'est vraiment des petits trucs qui font de la Petite magie. nuance, yeah, yeah, Surtout yeah. que tu topes, alors c'est la première chose que tu as quand tu Ouais. y goûtes. Tu sais, ça va flotter sur le dessus. Là. C'est des trucs de barman. Là. Qui est ancré dans son système. Alors ça, va, un autre des produits qui va sortir bientôt de Ça, chez c'est Savannah. new, ça. Ça, c'est nouveau, ça. Oui, de chez Savannah, justement, qui va sortir. Donc ça, c'est le Longtemps 57. OK, alors pourquoi 57? 57%. Mais blanc. T'es venu avec du Et- 57, toi, là. 2,57, là. Je vais nous faire goûter quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Hey, niaise pas, là. C'est du gros jus. On a du gros jus aujourd'hui. Je vais vous faire goûter des choses justement, qui sortent un peu des sentiers battus, quand même. Et puis, là, vous allez voir, là aussi, on est sur une fermentation longue d'une semaine, je pense. 10 jours, hein, même. Je pense que c'est 10 jours, ça. Et vous allez voir, c'est quelque chose. C'est lui de la Réunion, là. Ouais. Oui, de chez Savannah. Que tu avais déjà avant. Oui, mais on a déjà eu le longtemps, mais il était à 40 %. Ça n'a rien à voir. OK. Ça n'a rien à voir. De chez Savannah, on va avoir le Métis, en très bonne quantité, qui est un rhum ambré. Est-ce que c'est le seul de la Réunion que tu vas avoir? Ou Non, il y il en va a en d'autres? avoir. Il y en a 7 en tout. Ah oui, c'est vrai. De chez Savannah, il y en a 5. Il y a l'intense en blanc qui est à 40 %. Il y a le métis. Et puis, il va y avoir aussi donc, le créole à 52 % agricole. OK. Puis le longtemps 57. Puis en vraiment petite quantité, un autre 57 qui s'appelle le hair. Puis là-dedans, lesquels sont ambrés? Toutes les autres sauf Non, lui? non, juste le métis. Juste le métis qui est ambré. Les autres sont tous blancs. OK. Ouais. OK. Alors, Ouh, I love it. OK. Juste Oh, en- le nez est assez spécial, hein? OK, alors ça, c'est ce qu'on appelle dans le wow. langage des geeks de rhum du hogo.
Hogo? Hogo. Ça, c'est nouveau, ça. What is Ah non, that? vous ne connaissez pas ça, le Non, Hogo? non, non, Le Hogo. Hogo, ben, ça fait partie déjà du vocabulaire il y a peut-être 5-6 ans. C'est pour dire les rums funky, les rums de garage, un peu les clairins, c'est des Hogo. Ouais. Et ça viendrait du vieux français au goût. Hogo. OK. H-A-U-T. Au Au goût. Hogo. OK. Alors, c'est pour... Tu vois, ça, c'est un 57%, c'est pas pareil que l'autre. Ah, ben non, c'est ça, là, on est... Wow! Puis, il y a du bois. La végétal. colonne de cuivre aussi. Ben là, faut dire que je t'ai fait la bouche avec l'autre. C'est ça, hein? Je t'ai préparé la bouche. Ouais, lui est... Ah non, Special. c'est quelque chose, c'est hallucinant. That's special. Ça, il n'y a rien comme ça. Ça se rapproche spécial. plus vers le clairin, quand même. Exact, tu as tout compris. OK, c'est ça. Mais wow. Ouais, Le bois, un c'est- peu, ouais, il Vas-y. y a tellement de choses, il y a tellement d'éléments là-dedans. Oui, parce que tu as du fruit, tu as de la banane, tu sais, même la banane mûre, là. Ouais. Mais en même temps, tu as peu de citrus un petit peu, mais puis tu as le côté végétal aussi, tu as le côté sucre brûlé, un peu, hein? Tu sais, de vraiment chauffer, là. Ouais. Wow. C'est quasiment de la cerise puis de la maracuya, mais tu sais, c'est vraiment tout un... C'est comme tu dis, il est assez funky, celui-là. Mhm. Wow. C'est merveilleux. Pour moi, ça c'est des grands rhums, tu sais. Bon, ben, regarde, avec toute la gamme de rhum qu'on a, là, moi, on a une entente avec Black Box Media, on doit annoncer des exclusivités. Alors, je vais te poser la question live. Live. Il en reste un. Il en reste un en plus avant qu'on goûte à celui-là. Avant qu'on goûte le dernier. Est-ce que on a la confirmation que Bella Vita Grand Cru va participer? Au Yule Rum Fest? Oui. Oui. Good! Let's go. Regarde exclusive. Let's go. Bravo. Au Yule Rum Fest. Yes. Merci. Yes. Vous avez pas eu de problème avec l'aéroport parce que vous l'appelez Yule Rum Non, au Fest? contraire, on va être commandité par eux. Ah, ben ça. Au contraire, show me the money! Ouais. Show me the Avec money, free man. tickets pour aller où ce qu'on veut, tu comprends? Mais l'abréviation Yule, ils n'ont pas déposé ça? C'est pas une marque de commerce déposée? Non. Non? Parce que c'est là de l'aéroport, donc ça peut pas être déposé, je sais pas. Non, rien, on a... En tout cas, I want those kind of troubles. Si c'est ça. Alors ici, juste pour le plaisir de la chose, Ouf. on a rentré ça, c'est un Spice Rum. Ouf. Gold. Check la bouteille, mon Alors, gars. No, ça s'appelle No, c'était aussi un distillateur de cognac à cognac. Et on a un rhum de chez eux aussi sur le marché à la SAQ qui est le Panama 15 ans, qui est très, très, très bon. Oui. Ridicule comme prix. Ça vient de Panama, ça. $59. Alors, ça, c'est fait à base de rhum de Panama, mais le arrangé, si tu veux, il est fait à cognac. Mais leur recette qu'ils ont développée, alors bien sûr, il y a de la vanille et du coco, mais il y a du piment oiseau, tu sais, vous allez voir dedans. En tout cas, je vous laisse goûter. Je dirais Premium rien. Spiced Rum. Hidden Loot. Dark Reserve. OK. Ça, il l'a à la SAQ. Oui. C'est là, live en ce moment. OK. Mais c'est très intéressant parce que le Spice Rum, c'est quand même une grosse catégorie. Hein? Ouais, c'est rendu big, là. C'est Captain très Morgan, populaire. Kraken, Sailor tu sais, Jerry. Sailor Jerry. Ouais. Mais goûtez à ça. Vous allez voir qu'est-ce que ça... Mais il y a un Spiced Pineapple, un peu... Ben, je veux dire Spice c'est pas- plantation. non, il n'y a pas de Spice. Il y en a un qui existe, mais il n'est pas ici. Même, il y en a quand même un genre qui L'ananas, c'est pas la même chose. Le Stiggins, l'ananas, c'est pas un Spice. Non, mais c'est quoi le bord? Parce Non. qu'il me semble qu'il y a un... Puis il y a le Pango qui est de chez Barbancourt, qui est un Spice, mais c'est pas très Ouais, épicé. non, c'est pas très épicé. Très sucré. If that's spice, I don't know. Mais ça c'est intéressant aussi. Vraiment comme quoi, il y a moyen de faire du Spice Rum de qualité avec qui vaut la chandelle. Là. Je pensais que plantation avait un Spice, parce que je sais qu'il y en a qui ils achètent beaucoup dans le Spice Rum, mais ils prennent du plantation. Je ne me rappelle plus c'est lequel. Ah, ben ça, c'est autre chose si tu fais du rhum arrangé avec. Mais je sais qu'ils avaient travaillé sur un Spice Rum, mais c'est le Cane Rock. Mais il n'est pas sorti. OK. King Rock. Cane Rock, qui n'est pas sorti. Aux États-Unis? Mais c'est pas du plantation non plus. OK, c'est pas du plantation. Non, c'est une autre marque. C'est sûr que là, par-dessus, le longtemps sort longtemps, mais vous allez voir en bouche, c'est très bien Wow. Fruity. fait. Hein? It's fruity.
Oh, wow, OK. Ouais. C'est beau, hein? La fève C'est doux. tonka C'est et le doux. piment oiseau. Un petit goût d'ananas aussi. Ouais. C'est bien fait. C'est vrai, fruité, t'as raison dans le fruité, là. Ça rentre bien. Il n'y a pas d'agressivité, c'est tout dans la finesse. Mais c'est pas trop sucré non plus. Tu sais, c'est pas, Non, c'est pas écœurant comme ouais, tel. ouais. Ouais. Fait que c'est. Oh, wow. Puis lui, il est déjà à la sac. Oui. Surtout, c'est. Toi, tu dis live, là. Il vient d'arriver, là. Il est arrivé il y a peut-être un mois, là, ou à peu près. Là, c'est la deuxième fois. OK. Il est arrivé il y a 2 ans. Et puis, donc là, comme future exclusivité, pas exclusivité, mais primeur, il va avoir le pura de chez Soledade, la cachaça. Puis le longtemps qui devrait sortir, je dirais d'ici un mois à peu près, de chez Savannah. Il y a le métis qui sort et puis le créole qui sort dans 2 semaines Nice. de chez Savannah. Wow. Wow. Puis tous Belle- ces produits-là sont la gamme de prix à peu près. Ça, ici, on va être autour de 40 $. OK. Isle of Fiji, on est à 39. Oh. Navy Strength, de mémoire, on est à 70. Longtemps, on va être à 65. Et le Hidden Root à 56. OK. Nice. Très abordable pour des gros rhums. C'est pour toutes les palettes, là. Comme, wow. Merci en passant. C'est vraiment exceptionnel, les produits ouais, qu'on a le goût de déguster. Ouais. Exclusif, hein. Ouais. C'est vraiment exclusif. Pascal, gros merci. Gros merci. Gros merci encore une fois. Tu nous épates à chaque fois. Merci beaucoup. Puis c'est sûr qu'on va te revoir dans le show, dans le futur, avec les nouveaux produits. Mais non, c'était vraiment très intéressant. Puis j'ai aimé, tu as choisi vraiment un ordre pour nous faire goûter les produits. C'est primordial. Ouais. Si tu veux apprécier chacun des rhums, il faut Ouais. les mettre dans un certain Non, mais ordre. j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Donc, est-ce que tu as un mot pour la fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ben, merci à vous. Ça fait plaisir d'avoir du monde comme ça qui s'implique dans la promotion du rhum. Ben oui. Et c'est probablement un des alcools les plus intéressants au niveau mondial parce qu'il se produit du rhum partout sur la planète. Même ici avec du sucre blanc, des affaires. Mais je veux dire, c'est un alcool qui est très, très, très intéressant où les possibilités sont presque infinies. Donc, c'est au monde de le découvrir. C'est ça qui est le fun. Exact. C'est ça qui vient au Yule Rum Fest 16 pour venir découvrir tous les rhums qu'on a à vous faire déguster. That's it. So, merci encore tout le monde. Yes. C'est un autre épisode de Rum Aficionados. Merci à Pascal Merci. Desjardins encore. That's a wrap. Puis on vous voit à le prochain épisode. Yes. Peace.